Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Eden. Ah. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Pour une séance 0. Explication de lore, etc. etc. Voir que ça va. Bonsoir Galapagos, bonsoir le Nails. Voilà, voilà. Actuel conducteur de la hype. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça l'avait volé, hein, ces femmes. Tu voles la discret à la rogue. Bon, du coup, on va parler. Bonsoir Fressinois, on va parler du lore ce soir, hein, clairement. On va parler du lore, on va parler de pas mal de choses et de ce qui vous attend un peu pour la campagne. Vous et pour les viewers également. Bonsoir Sartre, 7 streams de suite et vous. On va voler mon train. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, coup dur. Dur, coup dur. Hop. Pas besoin de Discord du coup. Je vais au cas où le mettre si jamais on m'envoie un message important. Voilà. Alors. Déjà. Bah. Voler une pièce, voler un train. Bien vu. Déjà, je vais présenter les joueurs. Il m'en manque un qui n'a pas encore d'image et de personnage. Mais je vais présenter les joueurs très rapidement hein, pour ne pas spoil ou quoi que ce soit. Juste montrer des petites images et tout. Qui fait une pièce de l'intra en plus de perdre la première place. Aïe aïe aïe. Humiliation. Voilà, histoire qu'on voit un petit peu la tête de chaque personnage, qu'on puisse identifier et savoir un peu qui est qui. Donc Eina Amundsen, qui sera dite l'Avisée, qui a fait la campagne précédente. C'est une Merling qui parcourt... c'est une Issir Merling, excusez-moi, donc qui est culture viking. Sa fierté vaut 15 PO, on m'a dépouillé, putain. Aïe aïe aïe, ça va être l'enfer ce chat. Mais voilà, une Issir Merling, c'est une protectrice et une guérisseuse. Elle utilise les magies druidiques et de terre. Nous avons... Vous le savez pas hein, de manière RP, mais c'est juste pour présenter un peu pour les viewers, etc. etc. Nous avons Diruld. Diruld qui est un Dofalcar, un Issir également. Je fingirai après que l'image est disparue. Mais un Dofalcar, donc un Issir, c'est un courageux guerrier à la colère facile qui combat avec des armes atypiques. On dirait pas plus. Et Dofalcar, c'est ici. Voilà. Présenté ensuite. Edvar, mais je ne vais pas donner son clan parce que je ne sais pas ce qu'il dira lui-même. Donc, je ne veux pas en faire trop. Edvar, du coup, un transporteur. Conduit des... Voilà, il conduit des charrettes, c'est aussi un... Et bah, le voilà. Edvar, est-ce que je peux dire ton vrai clan? Enfin, voilà, est-ce que je peux dire ton clan? Ou est-ce que tu le dirais pas, ton clan? Bonsoir, Soul. Bonsoir, Soul. Est-ce que je peux dire ton clan, Edvar? Si tu as le son du chat. Je ne le dirai pas. Ok. Donc, Edvar est un Issir, donc chasseur et transporteur avec une charrette. Voilà. Il se présentera comme il le souhaite ensuite. Plot twist, absolument. Évidemment, hein, je le rappelle, on est sur juste des petits trucs courts et vous, de manière RP, vous jouerez le truc jusqu'au bout. Hein. Frovi, lui se présentera sans souci. Hein. Frovi est un Merling. C'est un sorcier, principalement, mais surtout un artisan. Voilà. Si jamais vous voulez rajouter des choses à ce que je dis, vous pouvez écrire dans le chat, hein, les joueurs. Mais voilà, c'est un sorcier et avant tout un artisan. BV et Frodi.
Titi la famille. Pardon, excusez-moi. G-Rock, qui sera atypique dans ce groupe, puisque c'est un Huron. Un Huron qui sont donc des hommes sangliers ou des femmes sangliers, qui vient de loin, qui vient de Wexenbury. C'est un adepte d'Eordas, le dieu unique. Notre seigneur à tous Eordas, bien évidemment. Un sorcier adepte du flux de source. C'est un sorcier, absolument, Shaolé, absolument. Relf au palmacho. Un bon gros sanglier. Le zozotement, oui, c'était une ref au palmacho, tout à fait. Un bon gros sanglier. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je leur montre une dernière fois parce que l'image est vraiment très cool. Mais voilà, c'est un croyant d'Eordas. Non, pas sanglier, oui. Ah, il vous dira que c'est clairement pas un sanglier et il aura bien raison. Nous avons Jim, un Issir apothicaire, alchimiste, précisément. C'est un Issir alchimiste du clan Corning, si je ne m'abuse. Je me trompe pas, hein, on est bien d'accord, c'est du clan Corning, hein, si je ne dis pas de bêtises. Je leur montre un alchimiste du clan Corning. Il confirmera ou pas. Oui, c'est Corning. Parfait. Vient ensuite, d'où la fiole dans la main, logique, absolument. Vient ensuite Leif, du clan Varling. Un chasseur qui base principalement son expertise sur les pièges. Un chasseur Varling. Tu me frappes, je t'empoisonne. Parfait. Et un Wisher, absolument. Chassant Sachet, absolument. Rogue, que je vais présenter quand même. Voilà, Rogue. Du clan Rusk, un demi-ogre. Qui utilise très fortement la magie d'air. Et la magie de sang également. Il combat avec une très grosse hache à deux mains du nom de Hild. On l'a vu dans l'aventure précédente, hein, Rogue a fait une croix sur son passé compliqué, je pense. Même si il pourrait peut-être avoir un jour de nouveau une main baladeuse. Mais en tout cas, pour l'instant, il a plutôt prôné l'honneur dans la campagne précédente. Et s'est montré être quelqu'un sur qui on peut compter. J'en ai pas trop... Oui, non, c'est bon. Mi-bière, mi-autre liquide que je ne citerai pas, oui. Oui, cite pas. Donc Ronor, que je ne peux pas montrer, parce que je ne l'ai pas vu aujourd'hui, et que du coup je n'ai pas son image. Mais ce sera un nain de Vergar. Un solide guerrier en armure. Voilà. Théodore. Également un croyant des Hordas, qui vient de la théocratie, et qui a passé plusieurs années en Parjon. Théodore, voilà. Évidemment, un elfe noir, hein, ça se voit suffisamment, je pense. Euh, qui du coup est adepte des Hordas également. Et le dernier, Vargar. De même, on l'a vu dans toute la campagne précédente, hein, un personnage haut en couleur qui est un guerrier, hein, tout simplement, avec une armure aussi. C'est un marin, avant tout, qui a parcouru les mers à de nombreuses reprises. Et... Quoi? Ah merde, je me suis gouré, excusez-moi, c'est comme ça qu'il faut le faire. Qui a parcouru les mers à de nombreuses reprises. Et qui une personnalité bien trempée, oui, un caractère pas facile, et qui en a appris beaucoup sur son passé lors de la dernière aventure, grâce notamment au Sorgar, un sanglier lui aussi, pour ceux qui ont la ref, absolument. Manque Astrid, je crois. Non, il manque pas Astrid, tout va bien. Qui du coup utilise la magie d'eau et de feu, mais surtout pour guérir, soigner et soutenir. Il est... Oui, il a un... Voilà, il n'y a pas beaucoup à en dire. Il a un caractère bien trempé. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a à en dire. Il est courageux également.
bien que un peu trop sûr de lui. Tel personnage, tel joueur. Alors pas forcément, mais là, oui, on illustre. Voilà, voilà. Ensuite, on va présenter un petit peu Miège Nord, qui a été le cœur de la campagne précédente, et faire un petit résumé. Ah oui, 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 je peux, c'est vrai. Je l'oublie pas, excuse-moi, c'est vrai. Aubrek, Yorkison, votre serviteur, Aubrek, pour vous servir, qui racontera beaucoup de cette histoire. Et je vais pas faire la voix d'Aubrek pendant 1 heure pour expliquer l'histoire précédente. Mais en tout cas, c'est un personnage exceptionnel, un skald, qui a pour vocation d'écrire l'histoire de nos 3 valeureux compagnons, puisque l'une d'entre elles a été dirigée vers la métropole de Garnin. Euh, il joue de la flûte et du tambour. Il y a besoin d'un 4e joueur dans le groupe de la visée quand ils ont Aubrek. Exactement, exactement. Finalement, Astrid n'est pas un manque, il y a Aubrek. Qui joue du tambour et de la flûte, qui a fait maintes tables de Jarl et qui a participé aux exactions de nos chers aventuriers du groupe de la visée, tant lors de la première campagne que de la seconde. Il est cynique, il rigole bien, il aime bien vivre la boisson, mais il peut vite tomber dans une sorte de déprime mélancolique, car il a perdu sa femme. Voilà un petit peu pour les personnages. Je vais faire le tour de ce qui s'est passé dans la campagne précédente. Dans la campagne précédente, nous avons... C'est un artiste après tout, tombé d'une falaise. Nous avons 7 personnes, le dragon Portivert, une créature de légende pour les Issir, hein, les Issir qui sont là, qui sont une culture... je vais pas trouver mes mots. Une culture qui s'inspire des Vikings. Une culture qui s'inspire des Vikings, voilà. Donc Portivert est une légende hein, dans cette culture. Il a participé il y a 3 siècles à de grands événements qui ont eu lieu. Et il a mandaté les joueurs, puisque certains d'entre eux ont fait une première campagne au plateau de Bragueur. Oui, il faut que Fed faut juste de stream si je veux me déplacer. Ça va être compliqué. J'attends. Allez, Portivert. Hop, hop, hop. Voilà. Ils ont fait une première campagne au plateau de Bragueur qui a fait parler d'eux. Et Portivert a donc été les récupérer pour sa quête. Et sa quête consistait donc, il les a amenés ici dans les monts Jotnar, le territoire du clan de Vergar, pour... sa quête consistait à maintenir, donc on voit une île là sur la droite, à maintenir cette île fermée. Cette île est fermée par une barrière magique. Et Portivert souhaitait que les joueurs continuent de maintenir cette barrière fermée. Pour cela, il les a d'abord envoyés à Argbor pour rencontrer des Sorgars. Les Sorgars et les Issir sont normalement très ennemis, mais il a fortement insisté pour que ça se passe bien et qu'ils fassent alliance, si je puis dire, avec les Sorgars pour qu'ils les aident. Les Sorgars ont accompli leur tâche. Les 3 personnages, il y avait Kat, il y avait Astrid, je vais la montrer rapidement. Parce que sinon... je l'ai mise d'ailleurs dans les... Je l'ai mise dans les joueurs. Mise dans les joueurs. Je l'ai enlevé totalement. Donne-moi un petit instant. Je vais la montrer quand même. Elle faisait partie de ce groupe. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est malheureux. Astrid de Bondisson. Sonne. Pardon, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Astrid Bondisson. Qui était donc avec Eina, on va commencer dans l'ordre alphabétique. Qui était donc avec Eina, Rogue et Vargar. C'était les 4 aventuriers de la première campagne. Hop. Et cache Astrid. Voilà.
Ils sont donc partis de chez les Sorgars après avoir accompli leur mission pour se rendre à Yggdrasil, l'Arbre-Monde, où Portiver les attendait. Depuis Argbor jusqu'à Yggdrasil, ils ont, sur le trajet, fait la rencontre de Fenrir, et notamment du mal qui est coincé derrière la barrière. Ce mal a pris une forme bien précise, puisque pourquoi je le trouve pas? Ah oui, bah forcément, excusez-moi, je le cherchais pas du tout au bon endroit. My bad. Acte 2. Moi, forcément en cherchant dans les tokens et pas dans les... Pas le montrer. Hop. Voilà, ils ont rencontré le mal qui se cache derrière la barrière sous cette forme. Celle d'un troll des neiges infecté par un étrange parasite posé fongique par les personnages. Et ils ont pu en voir la puissance, déjà, et le danger. Jusqu'à Yggdrasil, l'île de... J'ai oublié de préciser, mais l'île de Vroy, derrière, Vroy, l'île derrière la barrière, l'île s'appelle Vroy. En remontant jusqu'à Yggdrasil, ils ont été attaqués de nouveau par ce genre de créatures infectées, parasitées. Des humains cette fois, mais parasités. Et une fois à Yggdrasil, ils ont découvert que Portiver retenait de prisonnier depuis plusieurs centaines d'années un dragon, un second, aïe aïe aïe, un second du nom de Nidhogg. Je suis en train d'aller chercher, bien évidemment. On va le voir. Hein. Je vais sûrement refaire le handout, je précise. Celui-là en attendant, mais il sera sûrement refait. Ne vous en faites pas. Il reviendra plus frais et vrai que nature. Voilà, je monte celui-là en attendant, mais il aura peut-être même pas cette tête. Mais donc, Portiver retenait Nidhogg, prisonnier sous Yggdrasil. Et les joueurs ont pu assister à sa libération, tout simplement. Nidhogg s'est libéré. Et est parti. Portiver étant désormais trop âgé pour le poursuivre, le combattre ou le réenfermer, il l'a laissé partir. Il a été plus ou moins clair que Nidhogg ferait tout pour empêcher Portiver d'atteindre ses objectifs. Nidhogg ne cherche pas à libérer ce qui se trouve derrière la barrière. Nidhogg cherche à entraver et de son mieux nuire à Portiver jusqu'à ce qu'il puisse profiter de l'occasion pour le tuer. Les personnages sont restés du côté de Portiver et ne sont pas allés du côté de Nidhogg qui leur a fait pourtant une proposition. Ils sont ensuite partis à Orgren, la capitale du clan Rusk, où ils ont cherché un bateau pour se rendre dans un des centres de magie qui maintient la barrière fermée. Ce centre était caché, il n'est sur aucune carte, et ils avaient de vagues informations de Portiver pour le trouver. Ils sont partis en navire, ils ont longé la côte de Vroy, avant d'arriver à une petite île, qui sera visible sur la prochaine carte, je l'ai déjà dessinée, une toute petite île qui est ici à peu près, qui servait de centre névralgique pour canaliser la puissante magie qui protégeait Vroy, qui protégeait le monde de Vroy plutôt, avec la barrière. Une image, un adjectif. Ce qu'il fait en fait. Ce qu'il en fait qui compte, tout à fait. Voilà. Ça a été le principal de leur campagne. Ils sont arrivés sur cette île. Ils ont tenté de maintenir la barrière. Mais
suite à un manque d'informations, ils ont fait l'inverse. Au lieu de maintenir la barrière, ils ont détruit les maléfices qui étaient la source de celle-ci. Alors, de manière RP, les autres joueurs, vous ne le saurez pas, bien évidemment. Mais ils ont échoué dans leur quête, puisqu'ils n'avaient pas assez d'informations. Ils n'avaient pas assez d'informations parce que Portiver avait juré de ne rien dire quant à tout ce fonctionnement, tout ce système, puisqu'il devait rester caché, secret. Cependant, les joueurs n'auraient pu empêcher la barrière de tomber et de s'ouvrir, puisqu'ils ont découvert qu'elle faiblissait à d'autres endroits, et que ce centre n'était sûrement pas le seul à défaillir. D'autres centres de magie qui permettaient de canaliser la barrière devaient également avoir subi un cataclysme, une catastrophe ou autre chose, qui ont fait qu'ils étaient en pleine défaillance et que la barrière diminuait peu à peu. Suite à cela, ils sont revenus sur Miège Nord étant cette région, toute la carte de cette région, et ils se sont reposés à l'invitation de Portiver, le dragon, en leur disant que de toute façon, pour l'instant, la barrière tenait, même si ce n'était qu'une question de mois, et qu'il ferait tout aussi bien de profiter et de se préparer un petit peu tout de même avant qu'ils viennent de nouveau les chercher. Il est revenu il y a peu, lors de la fin du printemps, chercher les joueurs, les personnages, Vargar, Astrid, Rogue et Aina, pour leur signaler que la barrière reculait de jour en jour, de plus en plus, et que certaines îles, qui étaient autrefois derrière, sont désormais accessibles. Il a envoyé Astrid chercher une carte pour que les joueurs puissent l'utiliser. Il l'a envoyé chercher une carte dans la grande ville, la métropole de Garnin, loin d'ici, puisque elle a prêté serment à Loki de lui dédier sa vie. Et dédier sa vie au dieu de la folie et de la discorde dans un moment critique comme celui-là peut causer de grands troubles et gâcher, détruire tout ce pourquoi les personnages ont combattu tout ce temps. Ainsi, elle a été envoyée au loin. Vargar, Aina et Rogue ont quelques jours à peine se préparer avant de monter sur le dragon, fait assez exceptionnel pour être notifié, et de se rendre sur une des îles de leur choix. Ils ont pour objectif d'installer un camp, un village, puis une ville sur cette île, pour qu'elle puisse servir à mener les expéditions sur l'île de Vroy. Et on va s'arrêter là, puisqu'après le reste sera du stream réel joué par les joueurs. Cette campagne va être assez exceptionnelle dans son fonctionnement, mais j'y viendrai après. Je vais d'abord également planter la période historique dans laquelle nous nous trouvons, pour que tous les nouveaux joueurs puissent y voir un peu plus clair et comprendre dans quoi ils vont évoluer. Je me mets en un peu plus grand parce que la carte va être moins importante, beaucoup moins, et surtout moi, je vais parler. La période historique dans laquelle nous sommes, c'est l'année 295. Nous sommes 300 ans, plus ou moins, presque 3 siècles, après la guerre contre les démons. Les démons ont dominé Atoria pendant, c'est une approximation et ça dépend les régions, 3 à 5 siècles. Ils avaient pour but
et c'est bien connu, que les peuples oublient leurs dieux. Cependant, les démons ont fini par abuser de leur pouvoir et leur empire décadent a fini par se détruire sur lui-même et les peuples à se révolter pour reprendre leur indépendance. Ce qui a formé une myriade d'États liés par des langues, des religions, des cultures. Nous sommes 3 siècles après de nombreux événements historiques, mais surtout, le monde est en plein changement pour plusieurs raisons. D'abord, le prophète des Hordas, un dieu apparu lors de la guerre des démons, lors de la fin de la guerre des démons. Le prophète des Hordas, qui est sa propre création, arrive en fin de vie. Il a désormais plus de 300 ans, qui est même autour de 350, ce qui est énorme pour un elfe. Probablement que sa part divine le maintient encore en vie. Un elfe vivant généralement 300 ans, c'est déjà très bien. Bonne game ici. Merci beaucoup. C'est juste un petit épisode 0, mais merci les NPC. J'espère que tu vas bien. Des bisous à toi. Il est en fin de vie. Le monde va drastiquement changer quand il va mourir. Personne ne sait exactement comment, ce qui va réellement bouger, comment la théocratie des Hordas va tenir, que va-t-il se passer pour les seigneuries de Parjon, de Wexembry, qui ont la même religion, le même panthéon, et qui pour autant sont des états indépendants et qui ne dépendent pas de la théocratie. Que va-t-il se passer à Garnin également, la métropole et les plaines, où la religion des Hordas est très largement dominante. Le monde va vraiment changer suite à cette mort qui est imminente. Le monde va aussi drastiquement changer parce que la barrière va tomber et que l'île d'Ovroy va s'ouvrir au reste du monde. Que se cache-t-il derrière? Comment les différents peuples vont interagir avec et ce que ça va changer géopolitiquement va être très important. La chute de la barrière va avoir un impact énorme également, qui paraît être évident, puisque peut-être qu'un nouveau peuple se trouve derrière, des nouvelles terres en tout cas sont derrière, peut-être que les démons sont encore derrière, personne ne sait vraiment, nos aventuriers ont des doutes de ce qui se cache derrière, mais ils sont loin de tout savoir. D'autres événements ont lieu en même temps. La guerre entre Kel'Arda, le royaume vampirique d'Elfes Noirs, extrêmement raciste, xénophobe, de la puissante reine vampire Keltira, est toujours en guerre contre les hauts elfes de Falanor. Et cette guerre dure depuis plus d'un siècle. Elle a commencé il y a plus longtemps que cela. Une longue trêve a eu lieu, mais elle a recommencé il y a plus d'un siècle, lorsque les hauts elfes ont empêché la métropole de Garnin de tomber sous le joug des elfes noirs en entrant de nouveau en guerre contre eux. Cette guerre fait rage donc depuis très longtemps, et le statut reste quo. Est-ce que l'apparition de l'île de Vroy ne va pas changer cela? Nous le découvrirons dans l'aventure. Voilà à peu près pour la situation historique des différents protagonistes qui vont interagir avec l'île de Vroy. Je vais également parler rapidement des Galacs de Carveni, au nord de Miège-Nord, qui eux ont toujours été très isolationnistes, qui cherchent à être laissés tranquilles et qui tentent de prendre des terres Issir, notamment la Marée des Morts et le Rallinger. Les Issir sont en guerre depuis très longtemps avec eux, mais on ne sait que peu de choses finalement, puisqu'ils n'ont que peu d'interactions avec le monde extérieur, puisqu'ils sont aussi sur une île. Hein. C'est une seule et même île, mais
Ici, c'est séparé lorsque la marée est haute, c'est de l'eau, d'où la marée des morts. Donc ils sont vraiment sur une île. C'est deux îles qui en forment une grande à marée basse, si je puis dire. Mais on ne sait pas ce que font les Galaques, ni même ce qu'ils préparent, s'ils préparent quelque chose, et comment ils vont agir avec l'île de Vroy. La Parjon et Wexembry, quant à eux, les deux grosses seigneuries, une influencée par la France médiévale et l'autre par l'Angleterre médiévale, sont sorties d'une période d'unification. Cela fait 40 ans. C'est Parjon. C'est Parjon. Ça s'appelle Parjon. On voit pas ta souris si jamais tu montes un truc avec. Mais c'est pas grave. Y a pas de souci. Là, je montre rien. De toute façon. Je montrais la marée des morts tout à l'heure, mais là, je montre rien. Donc, Parjon et la Wexembry se sont unis dans une grosse période de troubles religieux suite au Panthéon des Hordas, qui est donc devenu la religion officielle, excusez-moi, de la Côte d'Armac. La Côte d'Armac est formée par la Wexembry et Parjon. Eordas est devenu le dieu officiel de ces deux royaumes. Et une période d'accalmie s'est posée depuis la mort des deux rois et de la perte de rois. Il n'y a plus de rois ni en Parjon ni en Wexembry, seulement des ducs et des duchés qui ne sont pas tous d'accord entre eux évidemment, mais il n'y a pas de pouvoir centralisé dans ces deux régions et les choses ont été plutôt calmes les 40 dernières années, mais cela pourrait changer suite à l'apparition également de l'île de Vroy. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions, ce sera à la fin. N'hésitez pas à les noter, on en parlera à la fin. Voilà. On va parler un peu du système de jeu, puis après du fonctionnement de la campagne, qui est assez particulière et beaucoup de travail pour moi, mais ça va être vraiment exceptionnel, préparez-vous. Mais voilà, le système de jeu et les règles fonctionnent sur un descent. C'est assez basique, assez simple. Il faut faire en dessous de sa compétence pour réussir un jet, tout simplement. Et on va fonctionner, pour ceux qui connaissent un petit peu, avec des degrés de réussite. Pour ceux qui veulent plus d'informations pour les viewers, pour comprendre, etc., j'expliquerai en live. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans les règles, ça va être très long. Les joueurs doivent commencer, pour la plupart, à les avoir lus, certains les avoir finis. C'est assez dense, mais voilà. Le combat est très dynamique, brutal, violent. On peut mourir vite. Les joueurs doivent être tactiques et prudents pour s'en sortir. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et les points de vie sont une source rare qu'il faut économiser et auquel il faut faire attention pour ne pas mourir tout simplement, hein, vraiment. On est dans un monde d'heroic fantasy qui est plus ou moins dans un haut Moyen-Âge et où la magie est extrêmement fréquente. Tout le monde sait utiliser de petits sorts simples, accessibles, mais rares sont les grands utilisateurs, les puissants mages, sorciers du monde. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ça. La progression pour les personnages va se faire à chaque fin de séance. À chaque fois qu'ils vont faire une séance, ils vont gagner des points à répartir dans des arbres. Ils vont gagner des talents, précisément, qu'ils vont répartir dans des arbres. Les arbres vont illustrer leur progression et l'amélioration de leur personnage à travers l'histoire. Il n'y a pas de niveau dans mon JDR. Je n'aime pas le système de niveau. Et l'obtention de points à chaque séance ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des milestones et des moments ainsi où les joueurs vont obtenir plus de points. Ça veut simplement dire que la progression est plus constante et que les personnages évoluent avec l'univers et leur vécu, simplement. C'est très important pour moi que ce soit le vécu des personnages qui les fasse évoluer. Voilà, voilà. La campagne va fonctionner
d'une manière très particulière. Déjà, ce n'est pas un seul groupe de joueurs qui va évoluer dans cette campagne, c'est 3 groupes. Sauf si fin de séance sur une situation compliquée. Tout à fait. C'est 3 groupes qui vont évoluer en même temps, dans la temporalité et chronologiquement, au sein de ces événements et de cette campagne. Le groupe d'Aina, de la visée, composé de Vargar et Rogue, pour le moment. Peut-être que quelqu'un les rejoindra plus tard. Un autre groupe composé de Issir, Jim, alors, hop, de Jim, de Edvar, de Diruld et de Ronor. Et un dernier groupe composé des 2 adorateurs des Hordas et de 2 Issir, donc de Gérok, de Théodore, de Frovi et de Leif. Ces 3 groupes devraient normalement travailler ensemble. Mais ça, seul votre RP nous le dira. Ils vont accomplir des missions, chacun de leur côté, dans un but commun. Pour l'instant, ils ne savent pas exactement comment ça va se passer, mais ça va fonctionner un peu de cette manière. Au sein de cette campagne JDR, on va avoir plusieurs systèmes. Déjà, les joueurs entre eux, pour communiquer, ne pourront pas toujours se croiser. Il va y avoir une sorte de hub qui sera l'île sur laquelle Portiver, Aina, Vargar et Rogue se rendent. Mais les joueurs vont traverser de longues distances, il n'y a pas de pouvoir de téléportation, on ne peut pas se téléporter sur d'énormes distances, ou du moins, cela est très compliqué à faire. Donc, ils ne pourront pas toujours se croiser, et ils vont devoir, via un canal spécifique sur Discord, se laisser des messages écrits pour se transmettre les informations, s'ils travaillent ensemble, ou se mentir, ou se trahir, etc. etc. Mais ils vont communiquer d'une manière strictement JDR sur un canal. Le TP, c'est Portiver. Alors, oui, un peu. Oui, un peu. Les post-it sur le frigo. Exactement. La liste des choses à faire de Malcolm qui n'a jamais été faite. Et un jour, il y a 2000 post-it. Mais voilà. Ils vont devoir communiquer ainsi pour se transmettre les informations. La visée, Aina, a plus ou moins été expliquée par Portiver, le dragon, aura le dernier mot quant aux décisions, et s'il y a débat, lui s'en remettra à elle. Pour permettre de trancher, il y a beaucoup de joueurs. Ensuite, la campagne va inclure plusieurs systèmes de jeu. Un JDR normal, comme on le pratique d'habitude, où les aventuriers combattent, voyagent, discutent, fomentent, négocient, mais aussi un système de gestion. Sinon, c'est le dragon qui tranchera littéralement, absolument. Mais il y aura aussi un système de gestion qui sera assez basique. Je ne vais pas créer un jeu entier de gestion au sein de mon JDR, mais il y aura également de la gestion avec des ressources, des ouvriers, des civils à gérer sur l'île pour la faire progresser et construire. Il y aura également... non, je n'en ai pas parlé encore. Et je vais pas spoiler. Il y aura également 2 autres systèmes. J'en ai sous-entendu un. Il est possible, au cours de la campagne, ce seront les joueurs qui, en fonction de ce qu'ils feront et de ce qu'ils décideront, qui pourraient créer ces situations. Pourront créer ces situations, excusez-moi. Et il pourra y avoir des batailles à grande échelle, donc des batailles rangées, hein, on entend vraiment des batailles rangées, ou des combats, enfin, des batailles, toutes choses égales par ailleurs, hein, on verra le nombre de personnes, mais ne serait-ce que 100 personnes contre 100 personnes, c'est déjà une belle bataille au sein d'un JDR. Mais voilà, c'est des événements qui pourront se produire, et il y aura un système de jeu qui fonctionnera également
là-dessus, en plus de la gestion. Donc il y aura un peu de gestion, un peu de stratégie, et il y aura encore autre chose que dont Théodore a connaissance. Il a déjà eu quelques informations là-dessus. Mais je n'en dirai pas trop, parce que ça va être intéressant à découvrir. Ça va être intéressant à découvrir pour les joueurs. Ce dernier système, ils s'en rendront compte assez rapidement. Ils vont avoir beaucoup à faire. La campagne débutera avec l'épisode 0,1, 0.1, mercredi soir, mercredi 30, à 20h30, à 20h, excusez-moi, à 20h, avec Eina, Vargar et Rogue. Ce sera une séance un peu de tutoriel, de préface et d'introduction à la campagne pour qu'ils s'imprègnent des nouveaux systèmes de jeu, puisqu'il y a eu une énorme mise à jour du jeu, vraiment une énorme, puisque le système de règles a beaucoup évolué et les feuilles de perso ont également changé. Pour le mieux, évidemment, tout a été clarifié, simplifié sur pas mal de points. Les feuilles de personnages ont été ajustées grâce à notre très fort et très puissant Will Boss, aka Frovi. Non, c'est Wildos, mais voilà, tranquille. Frovi, qui aura fait un travail monstrueux sur les feuilles de perso pour créer plein de petits raccourcis et de choses pour faciliter et rendre plus agréable leur utilisation. Et du coup, voilà, ça va vraiment être une séance un peu tutoriel de préface d'introduction à la campagne où vous allez pouvoir rencontrer un peu plus les personnages, découvrir un peu comment ça va fonctionner. Et découvrir le hub, le fameux hub. Le vrai dieu dans cette histoire, Will Boss. Oui, bientôt je crée Will Boss, le dieu. Il a un ram. C'est un dieu unique lui aussi. C'est le dieu des Hordas en fait. Tu vois, genre, il est au-dessus. Excusez-moi, je me perds du coup, je fais le malin, mais voilà. Voilà, la première séance le 23. S'en suivra des séances tous les jours suivants, quasiment, si je ne dis pas de bêtises. Probablement une séance jeudi soir, c'est encore à confirmer. Il y aura 2 séances le vendredi, c'est sûr. Une séance le vendredi après-midi et une séance le vendredi soir. Ce seront aussi des préfaces et d'introduction. Ce seront des séances avec très peu de joueurs. La première est avec 3, mais ce sera la plus grosse. Les autres se feront généralement en duo ou, si jamais pour les horaires c'est compliqué, ce sera en solo. Ça va durer donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi et potentiellement dimanche si on n'a pas réussi à tout caler sur ces 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Absolument. La campagne du coup officielle commencera avec... Je vais voir si tout le monde est dispo dimanche soir. J'aimerais bien avoir une première séance avec les 11 joueurs. J'aimerais bien. On verra si c'est possible. Je vais en parler, j'y pense là en expliquant mon truc. Mais j'aimerais bien voir si on peut se faire une séance avec 11 joueurs le dimanche soir pour lancer le truc. Et ensuite, la séance 1, donc avec tout le monde, c'est possible, on verra. Et sinon, les séances commenceront après les mardis, jeudis et dimanche après-midi. Mardi soir, jeudi soir et dimanche après-midi. Les mardis et jeudi soir, ce sera 20h30, 23h30. Voilà, 20h30, 23h30. 3 heures de stream. Avec le premier groupe du mardi composé de Leif, Frovi, Théodore et Giroc. Le groupe du jeudi de Ronor, Edvar, Jim et Diruld. Et le groupe du dimanche après-midi, qui lui ne fera pas 3 heures mais apparemment 4, de 16h à 20h, sera composé de Eina, Vargar et Rogue. Voilà. Et potentiellement d'un joueur plus tard.
Je suis toujours à la recherche des joueurs. Si vous voyez cet épisode sur YouTube ou sur Twitch, n'hésitez pas à me contacter. Pour ce faire, vous pouvez me mettre un message sur Twitch déjà, ou un commentaire sur YouTube ou quoi que ce soit, et on se débrouillera ensuite. Sinon, il y a aussi le Discord disponible sur Twitch. Et vous pouvez accéder au Discord depuis Twitch, je crois. Non, je l'ai mis sur Twitch. Je l'ai pas mis sur Twitch. Il y a le Discord sur Twitch. Il y a le Discord sur Twitch, tout va bien. Tout va bien. Il y a le Discord sur Twitch. Les 4 heures qu'on aurait pu avoir. Et oui. Il y a le Discord sur Twitch. Vous pouvez rejoindre le Discord sur Twitch et on pourra discuter via Discord. Je cherche des joueurs, j'expliquerai pourquoi et comment en privé. Je n'en parlerai pas ici. Et voilà. Voilà, tout simplement. Ça va être une sacrée campagne, vraiment. Prêt à prendre un groupe entier en plus et à être à 4 groupes par semaine. Et c'est à peu près tout, hein, je pense. Voilà, c'est pas mal déjà. Ouais, ça me paraît bien. Est-ce que vous avez des questions dans le chat pendant que je réfléchis à ce que j'aurais pu oublier et préciser? Non, j'ai pas grand chose. Vous allez avoir plein de cartes. Hein. Là, va y avoir la grosse carte, la carte de Lille, mercredi. Et la grosse carte sera disponible pour les séances de préface, qui arriveront après. Donc, tous les autres. J'espère. Je vais faire mon maximum, je vous jure. Je vais tout donner. Là, lundi, mardi, mercredi même, on va bouffer de la carte. Ça va être carte. Mais voilà, normalement, elle devrait être prête. Y a pas de souci. Je précise que pour les séances de préface, il y aura les grandes cartes, mais je ne ferai pas des cartes de bataille à échelle, etc. Les séances de préface sont vraiment des tutoriels d'introduction. Ça ne vaut pas la fatigue. Ça va me créer le travail. Et je ne ferai pas non plus beaucoup de hand-out particuliers. Les hand-out arriveront après. En plus, les séances de préface sont en petit comité. Ce serait dommage que certains personnages voient des choses et pas d'autres, etc. Donc ce sera assez light. S'il n'y a pas de questions, très bien. Je vais pas faire durer le live plus longtemps derrière. Si tout le monde est bon. Il y en a au moins... Il y en a un... Ah, il y en a au moins un déjà prêt, oui, tout à fait. Ça voulait rien dire ta phrase, mais j'ai compris. Ah, il y en a un... Ouah, non, c'est dur à dire. Il y en a au moins déjà un de près. Ouais, c'est pas dans le bon ordre, mais vas-y, on fait comme ça. Je t'aime quand même, Galapagos, hein, évidemment, y a pas de souci. Non, mais y a pas de souci, c'est juste qu'à lire et l'ordre des mots n'est pas pratique. N'est pas pratique. T'inquiète, y a pas de souci. Voilà. Ce sera une campagne vraiment exceptionnelle, qui va durer longtemps. Ce sera les joueurs qui découvrira avec les joueurs. Combien de temps elle va durer? Elle pourra être plus ou moins courte, hein, ça va dépendre d'eux. Mais je peux assurer qu'elle va durer au moins 1 an et demi, je pense. Excusez-moi. Et peut-être plus. Peut-être qu'on poussera à 2 ans, 2 ans et demi. Les personnages vont pouvoir tester le système dans ses limites, dans ses derniers retranchements, voir si ça fonctionne. Et je l'espère, nous sortirons de l'alpha après pour rendre Atoria public et accessible à tous. Librement. Les règles seront accessibles et libres à tous. Voilà. Bon, bah écoutez, pas de questions. Merci à tous. Ce fut un plaisir d'expliquer tout cela. C'était un peu le fouillis, je suis d'accord, mais c'est pas très important. L'important, c'est pour les joueurs, et le reste pourra être découvert en live. Un prophète est censé mourir de vieillesse. Celui-là, en tout cas, il meurt de vieillesse, ouais. Il n'y a pas d'immortels. Les Aoïdes, qui composent l'entièreté de tous les êtres pensants bipèdes et non primitifs, civilisés, il n'y en a aucun qui est immortel, éternel. Les seules créatures éternelles sont les vampires et les morts-vivants dans leur ensemble, puisqu'en fait, ils n'ont pas la vie, donc voilà. Mais sinon, éternels, hein, et pas immortels, les vampires, ils peuvent être tués en coupant la tête, etc. Mais sinon, il n'y a pas d'immortalité. Seuls les dieux sont immortels, donc le prophète, malgré une ascendance divine, qui lui a permis de vivre déjà bien 50 ans de plus, hein, un peu plus que ça, je crois ça fait plus de 60 ans de plus, va finir par mourir. En tout cas, la théocratie dira que c'était de vieillesse. Absolument. Voilà. Découvrira ça plus tard. Merci à tous. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc mardi
pour du Borderland. Borderland qui va disparaître ensuite. Et on essaiera de voir si je m'en sors au niveau du rythme de travail. Si je m'en sors au niveau du rythme de travail, Borderland réapparaîtra. Mais si je ne m'en sors pas, ce sera plutôt du Borderland ponctuel sur des moments où j'ai du temps libre. Voilà. Merci à tous. Des bisous. À mardi pour la séance de Borderland. Puis surtout à mercredi pour la première fausse vraie séance de ce JDR. La séance 0.1 avec Vargar, Eden Shadow. Eina, Eden Shadow, Vargar, White Tiger 18 et Rogue, Nails. Mercredi soir à 20h30. Des bisous à tous, passez une bonne soirée et à la prochaine fois.